Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour l'émission Sois visible. Dans ce podcast, on parle de visibilité, mais pas que. On parle également de relations, de développement personnel, de confiance en soi. Bref, tout un tas de sujets qui sont immédiatement liés aussi à la visibilité. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du phénomène du spectateur. Et je vais commencer mon podcast par une première question. Est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu ce que j'appelle le phénomène du spectateur? Ce truc qui te fait croire que tu dois attendre, d'être prête avant d'agir. Tu as des idées, tu as des envies, tu as des rêves, tu sais ce que tu veux, tu le ressens, tu le visualises même mieux que personne, mais quand faut y aller, tu te dis que c'est pas encore le bon moment. Alors t'observes, t'encourages les autres, tu te dis que bientôt ça sera ton tour. Mais pendant que tu attends le courage, la confiance et le bon timing, eh ben ta vie, elle reste bloquée dans ton imagination. Ça, c'est un piège subtil. Ce piège, c'est celui de croire qu'il te manque encore quelque chose pour commencer. On se dit, quand j'aurai plus confiance en moi, je le ferai. Quand j'aurai le bon matériel, je tourne ma vidéo. Quand mon cœur sera guéri, je me relancerai dans l'amour. Et en fait, on croit que cette chose qu'on attend va se débloquer un jour et ça va nous aider à agir. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la confiance arrive après l'action. La guérison, elle vient après avoir aimé à nouveau. Les opportunités, elles arrivent après que tu aies osé sortir de ta cachette, sortir de ton bois. On n'obtient pas le mode d'emploi avant d'avancer. On avance et on découvre. Si tu veux être à l'aise face caméra, par exemple, bah ça arrivera après ta 10e vidéo peut-être, mais pas avant la première. Tu veux rencontrer quelqu'un qui te choisit, bah ça se passe après que tu te sois déjà exposé au risque d'aimer. Le piège, c'est qu'on a tendance à attendre la version future de nous pour faire le travail que seule la version actuelle peut enclencher. Et c'est ça le cercle vicieux. On n'agit pas parce qu'on n'a pas confiance, mais on n'a pas confiance parce qu'on n'agit pas. Et ce cercle-là, il peut te voler des années. Aujourd'hui, je vais te parler de ce mécanisme discret qui te fait être à la fois spectateur de la réussite des autres, mais aussi spectateur de ta propre réussite, mais dans ta tête. Et je vais te donner 7 clés pour passer de je veux à j'y vais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, donc là c'est ma deuxième question, de tellement te voir réussir quelque chose que tu le ressens presque dans ton corps? Tu ressens presque ce futur. Tu te vois en couple, amoureuse, épanouie, ou tu te vois percer sur les réseaux, prendre ta place, réussir ton business. Tu le visualises tellement bien que tu es convaincu que ça va arriver un jour. Et j'ai envie de te dire, tu as bien raison. Parce que toutes les réussites, elles commencent d'abord dans la tête. Récemment, j'ai d'ailleurs entendu une phrase qui m'a marquée, qui disait The reason you want it so badly is because the version of you in the future already has it. En d'autres termes, la raison pour laquelle tu le veux tellement, cette chose, tu la veux tellement, cette chose, c'est parce qu'une version de toi dans le futur l'a déjà. Tu sais, il y a un truc qui se passe en toi, ça vibre en toi. C'est comme une petite obsession douce, un truc qui revient dans ta tête, que tu n'arrives pas à retirer de tes pensées. Même quand tu as envie d'arrêter, ça revient quand même. Et c'est pas du hasard, c'est pas un simple souhait, c'est comme un aimant, un truc qui t'attire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu ressens déjà très fort ce que tu es censé vivre. Donc ce qui te bloque, c'est pas ta vision, c'est plutôt ce qui se passe entre ta vision et la réalité. J'ai plutôt envie de dire ce qui ne se passe pas entre ta vision et la réalité. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et reste jusqu'au bout parce que aujourd'hui, enfin à la fin de ce podcast, on va transformer un truc énorme que tu veux en une petite action, un courage à réaliser dès cette semaine pour justement enclencher cette chose que tu veux et qui te paraît énorme. Et ça sera en 7 étapes. Mais d'abord, on va d'abord démonter un petit peu ce qui se passe en toi. Pourquoi tu vis ce phénomène du spectateur? Pourquoi tu restes spectateur? La première chose qui te maintient spectateur, c'est de ne pas avoir conscience que tu l'es.
En fait, pour sortir de ce mode spectateur, c'est admettre qu'on l'est. Admettre que tu es spectateur de ta propre vie, même si tu te persuades que tu vas bientôt y arriver, que tu vas bientôt t'y mettre, que tu as des bonnes raisons, des bonnes excuses pour ne pas pouvoir faire ce que tu veux maintenant. Tu te dis par exemple: «Je m'inscris pas à la salle aujourd'hui, je m'inscris pas au sport aujourd'hui parce que là mes enfants sont encore jeunes et cetera. Je m'y mettrai bientôt, je m'y mettrai quand ils seront plus grands, quand j'aurai plus de temps» et cetera. Ça, de manière, j'ai envie de dire, pratico-pratique, ça paraît être une très, très bonne raison de ne pas pouvoir se mettre au sport maintenant. Mais moi, je vais te démontrer dans ce podcast que parfois les très bonnes raisons sont en fait des raisons qu'on se donne, mais qui peuvent être contournées si on le veut vraiment. Et attention, j'entends déjà ceux qui disent, heu: «Quand on veut, on ne peut pas toujours» et je suis assez d'accord avec ça. J'ai longtemps été, partisane du truc de quand on veut vraiment, on peut. Sauf que, bah, avec le temps et l'expérience, je me suis rendu compte que effectivement, vouloir, c'est la première étape. Mais on ne c'est pas parce qu'on veut qu'on peut tout de suite, en fait. Il y a d'abord, avant de passer de «je veux» à «je peux», il y a un petit pont que moi j'appelle le pont, de «je suis», «je deviens». Donc vouloir quelque chose, c'est bien, mais ensuite ça nous demande d'abord de devenir quelque chose avant de pouvoir obtenir cette chose. Ça peut paraître très compliqué ce que je raconte, mais ça l'est pas du tout. Je vais essayer d'inventer, un exemple, d'improviser un exemple. Ben, on va repartir sur l'exemple de je veux absolument m'inscrire à l'équitation parce que j'en ai fait quand j'étais petite. Là, j'ai la trentaine, je n'ai aucune activité sportive, il y a rien qui m'intéresse à part l'équitation. Je sens que ça me ferait du bien pour mon bien-être, pour mon bonheur personnel, j'ai vraiment envie, mais je ne peux pas parce que mes enfants sont encore trop jeunes et que je n'ai pas assez de temps pour moi. OK, ça c'est une réalité factuelle. Maintenant, comment on peut passer de «je veux vraiment» à «je peux le faire», étant donné que factuellement, dans mon planning, c'est pas possible? Ça va nous demander de bâtir ce pont entre le «je veux» et «je peux», qui est le «je deviens», «je suis». Et le «je deviens», «je suis», c'est quoi? Ben, le «je deviens», «je suis», ça va être un travail à faire d'abord sur ses propres pensées, sur ses propres croyances. Parce qu'en fait, tant qu'on ne change pas nos propres pensées, nos propres croyances, tout ce qui nous, convainc, que la situation dans laquelle on est ne peut pas être modifiable, ne peut pas être changeable, tant qu'on est persuadé de ça, c'est impossible de passer de «je veux» à «je peux». Il y a vraiment un switch mental à faire, un travail à opérer pour se rendre compte qu'en fait, en faisant quelques ajustements, en faisant quelques ouais, quelques ajustements en sortant de sa zone de confort. Parfois, ça va peut-être être demander de l'aide ou ça va peut-être être oser, oui, demander de l'aide à quelqu'un, bah, qui de base nous avait dit non, mais là on se dit: «Je vais retenter, je vais redemander de l'aide à, ma maman, à mon frère». Là, c'est un exemple que je donne, mais parmi tant d'autres, l'obstacle entre le «je veux faire de l'équitation» et «je ne peux pas parce que j'ai mes enfants qui sont trop jeunes», il peut y en avoir plein d'autres. C'est des obstacles. Il peut y avoir aussi l'obstacle de, effectivement, j'ai quand même du temps parce que parfois, ils sont, à l'école, donc j'aurai du temps pour le faire, mais je suis fatiguée. Je préfère me reposer. Je préfère faire une sieste à ce moment-là. Je préfère préparer le repas en avance et cetera. Il y a plein d'obstacles et c'est pour ça que je dis que ça va peut-être demander de développer, devenir quelqu'un d'autre. Donc devenir quelqu'un d'autre, et ben, c'est peut-être OK, le temps que j'ai, une fois par semaine, au lieu de faire une sieste, je vais quand même aller faire ce sport. Une fois par semaine, et ben, les courses, au lieu de les prévoir comme j'avais l'habitude le mardi à 15 heures, enfin tous les jours à 15 heures pour pouvoir préparer le repas du soir, ou tous les jours à 16 heures ou 17 heures pour pouvoir préparer le repas du soir, une fois par semaine, j'anticiperai ou je m'organiserai différemment pour libérer le mardi 17 heures, pour m'obliger à aller faire mon équitation. Mais pour ça va me demander de devenir quelqu'un peut-être de plus organisé. En tout cas, ça va demander de développer une autre
facette de ta personnalité. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je veux ne signifie pas je peux. Oui, mais d'abord il y a le pont de je deviens avant de pouvoir obtenir. Je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, si je dois conclure par ce petit pont que j'appelle le je deviens, on va dire que ça, c'est l'une des choses les plus difficiles parce que ça demande énormément de remise en question sur les propres excuses qu'on se donne, sur l'autosabotage inconscient, sur les choses qui nous limitent et qu'on a accepté comme une réalité, alors qu'en fait, ça peut être modifiable. Ça demande énormément de courage, parce que finalement, c'est un peu le confort dans lequel on se trouve. Et j'ai envie de, si tu as envie de justement être consciente de ces choses qui te bloquent et que tu acceptes comme étant la seule réalité, je t'invite à écouter mon podcast sur les pensées, parce que ce podcast, je parle de ces choses inconscientes que qui justement nous auto-sabote et qu'on appelle finalement le destin. C'est une phrase de Carl Jung qui dit: «Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin». En d'autres termes, tant que tu n'auras pas validé certaines choses, que tu appelais des excuses, par exemple, comme étant vraiment des excuses, bah, tu croiras que ta vie, elle est comme ça et pas autrement et que c'est comme ça et que ça fait partie de ta vie. Donc ça demande un énorme travail sur soi, beaucoup d'humilité et beaucoup de remise en question pour arriver de «je veux» à «je peux». Donc voilà, je reviens donc à cette première étape. La première chose pour sortir de ce mode spectateur, c'est d'admettre. Admettre qu'on est spectateur de sa propre vie, même si on se persuade qu'on va bientôt s'y mettre et qu'on a des bonnes excuses pour ne pas pouvoir maintenant. Je vais m'y mettre bientôt, j'attends le bon moment, là je me prépare, j'attends que les enfants soient plus grands, j'attends que ceci, que cela. Ça devient le bientôt le plus confortable. C'est comme un lit douillet avec une couette toute neuve. Vous savez, c'est ce confort qu'on ressent là quand on a fait son ménage, que notre appart il est tout propre, qu'on est dimanche soir et qu'on se couche dans un lit tout propre avec des draps tout faits et qu'il est encore tôt et que on est bien au chaud alors qu'il fait froid dehors. Vous savez, ce confort-là, ce bien-être qu'on ressent à ce moment-là, cette paix. Eh ben, c'est exactement ça le bientôt. C'est exactement ce que nous fait ressentir un «bientôt je vais le faire». Sauf, que ce bientôt, il est confortable certes, mais dans le concret, ça ne donne aucun résultat. Ça reste dans ta tête, mais ça n'existe pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on croit qu'il faut d'abord être plus courageux pour passer à l'action. Ou alors, on croit qu'il faut d'abord avoir plus confiance en soi. Sauf que le courage, ça vient en faisant et que la confiance aussi, elle arrive souvent après. Tu attends d'avoir du courage avant d'agir, tu veux te sentir prêt avant de te montrer, tu anticipes tous les scénarios négatifs, tu as peur d'échouer, tu as peur d'être jugé, d'être vu, d'être moqué, d'être méprisé, bref, tu manques de confiance et de courage. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé aussi dans un autre podcast, celui sur les pensées et celui sur les paroles, je crois. Ton cerveau, il a une mission, celle de te protéger du danger. Sauf que dans son logiciel, tout ce qui est nouveau égale danger. Donc dès que tu veux faire quelque chose que tu n'as jamais fait, il se met en mode alarme. Et la meilleure stratégie de survie qu'il connaît, c'est de rien faire. Ou de se donner des bonnes excuses pour ne pas agir. Donc ce qu'il va faire ton cerveau, c'est qu'il va te murmurer, on fera ça demain, on fera ça plus tard, on s'en occupera, je vais reprendre l'exemple, quand tes enfants seront plus grands, quand tu auras plus de temps, quand tu auras moins mal à la tête, enfin bref, il va te donner des vraies bonnes raisons. Sauf que ce demain n'arrive jamais parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui fait que tu ne peux pas passer à l'action. Par exemple, le jour où tu as du temps, parce que tes enfants ne sont pas là, c'est le jour où tu as mal à la tête. Le jour où tes enfants ne sont pas là et que tu as pas mal à la tête, ça va être le jour où tu te rends compte que ton frigo, c'est le bazar et qu'il faut que tu le nettoies, etc. Tu as compris le principe, c'est qu'en fait, il y a toujours une bonne raison de ne pas faire ce qui te demande du courage ou qui te demande de passer à l'action. Ton cerveau, c'est son but en fait. Il a été programmé comme ça. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui te fait peur ou qui est inconnu ou que tu n'as pas fait depuis longtemps, ton cerveau va se mettre en mode alerte.
Il y a un livre que j'aime beaucoup, que je te conseille d'ailleurs si tu es quelqu'un qui procrastine ou qui te trouve beaucoup d'excuses, c'est le livre de Mel Robbins qui s'appelle La règle des 5 secondes. En fait, dans ce livre, Mel Robbins, il explique que ton cerveau te laisse 5 secondes avant d'activer l'alarme de danger. 5 secondes pour agir avant que la peur prenne le contrôle. Donc tant que tu ne fais pas le premier pas, ton cerveau continue de te faire croire que c'est dangereux. Et du coup, ça emmène à l'overthinking. Ça, j'en parle énormément. Enfin, j'en parlais beaucoup plus avant, j'en parle un peu moins. Mais si tu remontes sur mes posts, sur mon compte Instagram, tu verras que l'overthinking, j'en parlais beaucoup. Pourquoi? Parce que j'étais tout simplement très sujette à ça. Je le suis encore un peu. Mais j'essaie de limiter ça dans ma vie parce que l'overthinking, ça signifie quoi? Ça signifie trop penser. En fait, dès que tu veux faire quelque chose de nouveau, ton cerveau, il te protège comme si ta vie était en danger et du coup, il commence à suranalyser et à trop réfléchir, trop penser. Et là, il commence à te balancer un tas de scénarios catastrophes. Et je trouve ça fou comme on a une capacité incroyable à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer à chaque fois qu'on va faire quelque chose de nouveau. On devient des pros, des scénaristes de l'échec. Si je poste ça, on va me critiquer. Si je dis ce que je ressens, je vais passer pour quelqu'un de fragile. Si je me lance et que j'échoue, tout le monde va le voir. Et pendant qu'on imagine le pire, notre vie, elle avance pas. Et il y a aussi un truc auquel je pensais récemment, c'est justement notre manque de confiance en nous, à croire, à savoir qu'on pourrait se relever si finalement, effectivement, tous ces scénarios se réalisaient. On est persuadé qu'en fait, si ça se passait mal, ça serait la fin du monde pour nous. On se raconte que si le pire arrivait, on s'en remettrait pas. Comme si une critique, ça allait nous détruire. Comme si un râteau, ça allait définir notre valeur. Comme si un échec, ça allait marquer la fin de notre histoire. Et j'écoutais un podcast récemment, malheureusement, j'arrive pas à me souvenir du nom du podcast, c'est dommage, mais l'intervenant, je me souviens, qui donnait un exercice très puissant. En fait, il disait de faire la liste de tous les scénarios catastrophes possibles et de se demander si ça arrivait, est-ce que je survivrais? Comment je m'en remettrais? Parce qu'en fait, on réalise que dans la majorité des cas, on peut répondre oui, je survivrai. Oui, je trouverai une solution et oui, je finirai par m'en remettre. Je vais prendre un exemple de visibilité puisque le podcast s'appelle Sois visible, alors on va partir sur un exemple de visibilité. Imaginons que ton objectif, c'est d'accroître ta visibilité sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te filmer, tu montes ta vidéo, tu fais le montage, mais tu la postes pas. Tu la postes pas parce que subitement, tu penses à quelqu'un qui va la voir, qui va avoir une réaction bizarre, qui va froncer les sourcils, qui va émettre un petit rire moqueur, un petit sourire moqueur ou qui va te faire une réflexion quand tu vas la voir. Tu penses à cette personne et du coup, tu le fais pas. Quel autre exemple? Tu veux une belle relation amoureuse, saine, sincère. Tu la visualises depuis tellement de temps, cette belle relation. Et là, tu penses à ton crush. Tu penses à cette personne et tu te rends compte qu'elle t'a manqué. Tu as envie de lui dire, mais tu le dis pas. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être too much ou de trop montrer que tu as des sentiments, que tu as un cœur. Et en fait, ce qui se passe, le résultat, c'est que tu vis ton rêve juste dans ta tête, mais pas dans ta vie. Et là, je vais en venir à parler de la suite logique à ça. C'est la crise du confort. La crise du confort, c'est un livre de Michael Easter. En fait, le confort, c'est celui qui nous protège autant qu'il finit par nous étouffer. Le confort nous étouffe. Et en fait, dans Comfort Crisis de Michael Easter, il explique qu'on a rendu nos vies tellement confortables que le moindre inconfort ressemble à un danger. En fait, encore une fois, je vais reparler de notre cerveau qui nous protège du danger, mais à la base, notre cerveau, quand il a été construit, entre autres, pas que pour, mais quand il a été construit, entre autres, pour nous protéger du danger, c'était pour nous protéger de vrais dangers.
Parce que pendant des milliers d'années, notre survie, elle dépendait de notre inconfort. Fallait marcher, fallait chasser, grimper, affronter le froid, chercher de l'eau, parfois se battre, apprendre à faire des nouvelles choses, etc. Donc notre corps et notre cerveau ont été conçus pour l'effort à la nouveauté, le risque maîtrisé. Mais aujourd'hui, nos vies sont devenues tellement sûres, plus faciles, plus contrôlées. On peut manger sans sortir, peut se commander à manger. On peut socialiser sans sortir aussi. On peut se montrer sans vraiment se montrer. On peut se faire des amis à distance, etc. Que, en fait, ce qui était autrefois normal, donc le changement, la vulnérabilité, l'inconnu, le vrai inconfort, bah, aujourd'hui, ça ressemble à un danger. Donc sortir, socialiser, faire de nouvelles rencontres, parler à des inconnus, se montrer, etc. Aujourd'hui, c'est ça le danger. Et le slogan du livre de Comfort Crisis, c'est «Embrace discomfort to reclaim your wild, happy, healthy self». En gros, accepte l'inconfort pour retrouver la version de toi qui est sauvage, heureuse et saine. En d'autres termes, choisis l'inconfort pour redevenir vivant, fort et pleinement toi. Et justement, tu vas voir qu'en choisissant l'inconfort, ce qui te paraissait être un danger, ne le sera plus. Aujourd'hui, par exemple, tu as envie de te montrer en vidéo, qu'est-ce qui se passe? Tu veux te montrer en vidéo, tu te dis waouh, je vais être exposé. Et là, ton cerveau écrit alerte. Alerte, humiliation possible. Tu as envie de dire à quelqu'un que cette personne te plaît, là, comment tu te sens? Vulnérable. Et tu te dis, ne fais surtout pas ça, tu vas en souffrir. Tu as envie de commencer un projet, et là, ton cerveau te dit, on n'est pas prêt, on attend. C'est pas le bon moment, il y a encore des choses à préparer, à apprendre, etc. C'est trop tôt. Ton cerveau, il préfère, enfin, ton cerveau, ton toi, en fait, toi, préfère le canapé, le plaid, le petit confort, regarder les vidéos des autres qui progressent, rêver sa relation amoureuse idéale au lieu de passer à l'action, de créer sa vidéo, de sortir sa vidéo sans réfléchir, de dire je t'aime sans se poser trop de questions. Bref, tout ça, ça t'offre l'illusion d'une sécurité alors qu'en fait, ça t'enferme dans la stagnation. Parce qu'en fait, l'inconfort, ça a quand même des vertus. L'inconfort, ça renforce la confiance. Tu te prouves à toi-même que tu peux. Personne ne peut me dire en écoutant ce podcast, que ça ne lui est pas arrivé d'être obligé de faire un truc qui lui faisait peur, de le faire et de ne pas se sentir hyper confiant après, de se dire: «Waouh, je suis quelqu'un». Mais même pour un truc tout bête, hein, une tâche administrative, même des trucs tout bêtes, mais qui peuvent paraître bêtes pour quelqu'un d'autre, mais qui pour toi, tu sais que ça te coûte vraiment tellement que c'est une phobie, tellement c'est quelque chose qui te stresse. Mais tu vas le faire et à la fin, tu as l'impression que tu es un super héros. Dites-moi si ça vous est pas déjà arrivé. Je suis sûre que là, en écoutant le podcast, vous avez tous un exemple en tête qui vous vient. Et en fait, c'est ça, sortir de son confort et c'est ça qui nous donne confiance en nous. Ça nous prouve qu'on peut. Et en fait, ça envoie le message à notre cerveau que finalement, c'est pas dangereux de faire ça. Et à partir du moment où tu fais cette petite action et que tu l'as réussi et que ton cerveau reçoit le signal que c'est pas dangereux, tu es plus à même de reproduire cette action un autre jour. Surtout si tu le reproduis assez rapidement, si tu n'attends pas trop longtemps entre. Parce que l'attente aussi recrée cette peur. J'ai parlé dans un précédent podcast de la neuroplasticité où j'expliquais que justement pour créer un nouveau circuit dans son cerveau et remplacer un ancien circuit, pour nous rendre quelque chose qui était difficile, facile, il faut repasser sur ce chemin plusieurs fois. Comme quand on crée une nouvelle route ou comme quand on... Par exemple, plus tu fais du ski en hors-piste, plus tu vas repasser sur ce même chemin, plus ça va créer une piste. C'est pas en une fois que ça va créer une piste. C'est si plusieurs skieurs hors-piste passent à la suite sur ce même chemin que ça va créer une nouvelle piste. C'est un petit peu pareil pour la neuroplasticité. Ça fonctionne un peu pareil pour créer une nouvelle habitude. Faut la remplacer
faut remplacer son ancienne habitude par une nouvelle habitude, mais le faire de manière répétée quelques fois pour que ça crée un nouveau circuit et que ça te paraisse être quelque chose finalement de normal, que ça crée une nouvelle route. Donc, quand tu répètes ça, ça te prouve que tu peux, ça te donne envie de le refaire. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais plus tu t'habitues à agir, plus c'est l'inaction qui devient inconfortable. Par exemple, si tu es quelqu'un qui était très sédentaire, qui ne fait pas du tout de sport, quand tu vas te mettre au sport, au début, ça va te demander tellement d'efforts, rien que de mettre tes baskets, de sortir, d'affronter le monde, d'affronter les gens. Si tu vas courir dans la rue, t'as la flemme, t'as pas envie, c'est lourd, tu te sens lourd. Si tu vas à la salle, tu te sens mal à l'aise, t'as l'impression que t'es pas à ta place. Ou même si tu fais du sport chez toi, tu vas faire 2 pompes et t'as vite envie de retourner dans ton lit ou sur ton ordinateur ou que sais-je. Et si tu n'obéis pas à ton instinct premier qui est de retourner à ton confort, mais que tu te forces tous les jours, pendant quelques jours, à le faire, ça va créer ce nouveau circuit et au bout d'un moment, ça switch. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'au bout d'un moment, c'est le fait d'être là à ne rien faire qui te semble inconfortable et ça marche pour tout le monde. Il y a personne qui peut dire moi c'est ma nature d'être comme ça. Oui, certes, peut-être, mais ça marche pour tout le monde de pouvoir se créer des nouvelles habitudes et de se rendre compte que même ta nature peut être changée. Il y a même des chercheurs qui ont prouvé, des chercheurs en neuroplasticité, qui ont prouvé qu'il est même capable de changer, quelque chose dont on croit être sa nature, même à un âge avancé, même à plus de 60 ans. Quelque chose que tu as toujours fait. Si tu changes ton circuit, tu es capable de reprogrammer quelque chose de nouveau et de te créer des nouvelles habitudes. Donc, il y a personne qui peut se dire: «Je suis comme ça et puis c'est tout». En fait, ça n'existe pas. C'est prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui l'invente. Donc le confort, en gros, ça te donne l'illusion que tu es bien, mais ça t'empêche de devenir la personne que tu te vois déjà être dans ta tête. Maintenant, si on arrête quelques instants de se surprotéger, si on arrête de se faire les pires scénarios et qu'on s'attend au meilleur, eh ben, on a, très souvent la bonne surprise quand même de vivre le meilleur. Les scénarios, c'est bien de se préparer à vivre les pires scénarios pour se dire que quoi qu'il arrive, je pourrais survivre, même si ça arrivait. Mais la réalité, c'est que ça n'arrive pas, ou en tout cas très rarement. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on vit, des bonnes choses. En tout cas, ça se passe, simplement. À mon travail, j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais j'en reparle aujourd'hui. Je parlais, il y a quelque temps avec un technicien, lumière. Donc moi vous savez mon travail, donc je fais des conférences, mais je suis aussi chanteuse sur scène, donc je suis beaucoup, beaucoup sur scène, donc je côtoie, beaucoup de gens de l'univers, de l'événementiel et du spectacle, dont des techniciens lumière et cetera qui s'occupent de nous faire la plus belle ambiance possible quand on est sur scène. Et il y a quelque temps, je parlais avec, justement un technicien lumière, je ne sais pas son âge, mais je pense qu'il a plus de 45 ans, entre 45 et 55, je dirais. Et en fait, il fait ce métier, il s'est lancé dans le métier sur le tard et sans formation. Il a eu une opportunité, qu'il a saisie d'ailleurs, même si c'est quelqu'un de très anxieux. Il m'expliquait qu'il l'a saisie parce que voilà, il était à une période de sa vie où voilà, il avait envie de toute façon de découvrir, un autre métier et donc il a accepté cette opportunité, il s'y est lancé. Mais c'est très récent tout ça et à chaque fois, avant de venir travailler, il a les pires scénarios qui se passent dans sa tête parce qu'effectivement, mmh, son travail, apporte beaucoup au travail de beaucoup d'autres, aux personnes sur scène notamment. Donc, on dépend aussi de son travail. Donc s'il ne fait pas correctement son travail, forcément ça joue sur la soirée globale, sur l'événement dans sa globalité. Donc il se met beaucoup de pression avant d'aller travailler parce qu'il est nouveau et donc il visualise toujours les pires scénarios et donc un moment, j'étais avec lui, il était tout sourire, de bonne humeur et il chantait, il dansait, il me disait: «Je suis trop content». Je lui dis: «Mais pourquoi tu es content?» Il me dit: «Beh, parce qu'encore avant de venir, je m'imaginais les pires scénarios, j'étais stressé, j'étais anxieux, j'imaginais, que si ça se passe mal, comment vous alliez le vivre et cetera et j'en avais mal au ventre et cetera et à chaque fois ça me fait ça et à chaque fois je me rends compte que, ça va et même s'il y a eu des couacs, même si effectivement il y a des choses qui se sont mal passées,
j'ai réussi à les gérer et ça me donne encore plus confiance en moi dans ma capacité à résoudre les problèmes et à trouver des solutions s'il y en a. Et il était tout heureux et puis moi, ça m'a parlé de l'entendre parce que c'est quelque chose que je continue de vivre. À chaque fois que je fais quelque chose de nouveau ou même à chaque fois que je fais quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais qui, me demande, de l'effort comme, prendre un vol très tôt le matin, faire une grande scène et cetera. Même si je l'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, j'ai toujours un peu d'anxiété. J'ai toujours des scénarios catastrophes qui viennent, un peu me court-circuiter mon bien-être. Mais à chaque fois, ça se passe, très bien et quand ça se passe pas très bien, ben, j'arrive quand même à trouver des solutions. Donc c'est important de se rappeler ça. C'est important de se rappeler que Heu, on peut toujours trouver des solutions, mais que globalement, les scénarios viennent de notre imagination, mais ne se réalisent pas. Et là, je vais aborder le regard des autres parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous empêche de sortir du mode spectateur. La peur d'être vu, la peur d'être trop, la peur d'être pas assez, la peur d'être mal perçu, la peur d'être jugé, la peur d'être vu en train d'échouer, ça aussi, c'est quelque chose. Et ça, je vais en parler parce que le regard des autres, il nous touche autant dans le quotidien, enfin dans la vie de tous les jours. Tu marches dans la rue et tu as l'impression que, bah, tu es jugé, sur ta coiffure, sur ta façon de marcher, sur le fait que, tu as failli tomber, tu as l'impression qu'on se moque un peu et cetera. Et ça nous touche à la fois dans ça, mais ça nous touche aussi dans, notre capacité à entreprendre des actions. Pourquoi? Parce que, bah, on a peur que tout le monde voit qu'on entreprend une action et que, bah, ça marche pas et cetera. Et en fait, il y a des chercheurs qui appellent ça le spotlight effect. J'en ai déjà parlé également, mais je vais en reparler dans ce podcast. Le spotlight effect, c'est l'impression que tout le monde nous regarde. C'est cette tendance à croire que, bah, chacun de nos gestes est analysé. Par exemple, tu fais une présentation, sur scène, tu la trouves, incroyable ou alors je vais donner un exemple encore plus concret, tu fais une story que tu kiffes, tu surkiffes, tu la trouves parfaite ta story, tu la publies, bah, tu vas croire que tout le monde est impressionné par ta story. Mais en fait, donc le spotlight effect, c'est cette tendance, bah, à croire que si tu fais un truc que toi tu trouves incroyable, bah, tout le monde, trouve ça aussi incroyable que toi et si tu te plantes, si tu rates quelque chose, bah, tu te dis que tout le monde, a remarqué que tu as raté et tout le monde va peut-être, le mépriser et cetera. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que chacun est concentré sur sa propre vie, surtout. Chacun est déjà concentré à se demander ce que les autres pensent de lui. Donc en fait, ce qu'on fait, ça passe inaperçu. Et le spotlight effect, donc en français, bah, c'est l'effet projecteur. C'est, tu l'impression, bah, tout simplement, comme son nom l'indique, que tu es constamment sous un projecteur. Heu, alors qu'en fait, tu es juste entouré de personnes, bah, qui pensent exactement la même chose. On croit qu'on nous observe, mais chacun est concentré sur son propre nombril. D'ailleurs, pose-toi la question, toi, est-ce que tu passes tes journées à observer les échecs des autres ou à observer les erreurs des autres? Véridique? Je suis sûre que non. Bah, c'est exactement pareil pour la terre entière, en fait. Personne ne passe son temps à chercher et à pointer les erreurs des autres. On est vraiment trop concentré sur notre propre vie. Donc en fait, quand tu as peur d'échouer publiquement, bah, tu te trompes. Les gens sont pas du tout en train de t'analyser. Ils sont trop occupés à se demander déjà ce que toi, tu penses d'eux. Donc ton échec, comme ta réussite d'ailleurs, bah, ça passe souvent inaperçu. Maintenant qu'on a fait le point et qu'on a détaillé les choses qui font que tu restes dans ce mode spectateur, je vais te donner des étapes. 7 étapes, 7 ça paraît long, mais c'est très court parce que c'est des toutes petites étapes que tu peux même faire aujourd'hui qui vont te faire sortir de ce mode spectateur. Donc la première chose pour sortir du mode spectateur, c'est déjà de choisir un objectif qui compte pour toi, qui compte vraiment pour toi. Par exemple, le sport, l'amour, ta visibilité en ligne, ton business, ton côté relationnel dans ta vie, peu importe. Du moment que ça te fait envie et que ça te fait un peu peur à la fois, choisis quelque chose qui fait tout ça, qui te provoque tout ça.
Ensuite, quand tu as choisi ton objectif, là pour moi c'est le truc le plus important parce que c'est un peu l'essence que tu verses dans ton véhicule. Ton objectif, c'est ton véhicule, mais s'il y a pas d'essence, bah, ça n'avance pas. Tu as beau avoir le bolide le plus rapide du monde, le plus cher du monde, si tu pas d'essence à l'intérieur, ça n'avance pas. Si c'est un véhicule électrique, bah, s'il est pas rechargé, ça n'avance pas, peu importe. Et c'est ce dont je vais te parler tout de suite et j'aimerais vraiment que tu ne fasses pas l'impasse dessus, même si ça va peut-être te prendre, allez, une bonne demi-heure de faire cet exercice, mais une fois que tu l'auras fait, tu verras que c'est vraiment le carburant qui va enclencher presque tout le reste. C'est l'exercice des pourquoi, la chaîne des pourquoi. Trouver le vrai pourquoi tu veux cet objectif. Je fais Avant de te donner un exemple, je vais te donner un exemple très concret avec des questions très concrètes et tu comprendras pourquoi c'est important. Avant, je vais t'expliquer quelque chose en fait. Ce qui se passe, c'est que parfois, on a des rêves et on pense que ces objectifs, ces trucs qu'on veut, on les veut vraiment. Et il n'y a rien de pire que de croire qu'on veut quelque chose et de se rendre compte plus tard qu'on ne le voulait pas et qu'on a passé des années et des années à faire quelque chose qu'au final, on ne veut pas. Enfin, il y a rien de pire, j'exagère, c'est pas si grave tant qu'on avance. Enfin, le pire, c'est de ne pas avancer, c'est de stagner, c'est de ne rien faire du tout. Mais la deuxième chose pire, j'ai envie de dire, mais qu'on peut éviter, c'est de passer du temps à faire quelque chose qu'on voulait pas vraiment. Et en fait, parfois, il y a des choses qu'on croit vouloir, mais qu'on veut soit par ego, soit parce que c'est la norme, soit parce que voilà, la société voit les choses comme ça, soit parce qu'on veut prouver quelque chose, se prouver à soi-même ou prouver aux autres, soit parce qu'on croit que c'est comme ça et c'est ce qu'il faut avoir, etc. Ou soit parce qu'on a vu, je sais pas, des personnes autour de nous réussir cette chose et on veut absolument réussir comme elles parce qu'on se dit waouh, c'est incroyable, elles ont réussi ça, donc moi je veux réussir ça. Et en fait, le jour où tu réussis ce truc-là, mais tu te rends compte que ça t'apporte pas du tout ce que tu voulais et que c'était pas du tout ton rêve, que tu as pris le rêve de quelqu'un d'autre par pure envie, par pur désir de réussir ce que la personne a désiré aussi, a réussi. Donc, l'exercice qui va suivre, ça va déjà te filtrer tout ça et ça va te faire prendre conscience de ce que tu veux vraiment, qui est vraiment aligné à toi et pourquoi tu le veux vraiment pour toi. Donc, une fois que tu as choisi ton objectif, on commence la chaîne des 7 pourquoi. La chaîne des 7 pourquoi, enfin, la chaîne des 7 pourquoi, voire plus de pourquoi, mais de base, ça s'appelle la chaîne des 7 pourquoi parce que tu dois te poser 7 fois la question pourquoi avant de savoir pourquoi tu le veux vraiment. Mais bon, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. En gros, tu te demandes pourquoi je veux ça. Une fois que tu as la réponse, tu te demandes et pourquoi. Et tu continues pourquoi, jusqu'à ce que tu ressentes une émotion tellement brûlante, tellement forte, que tu sais que ce rêve, il vient de toi, il est pour toi, il est à toi, il vient pas du regard des autres, ni de ton ego, ni de rien d'autre, ni de d'aucun d'aucun dictat, enfin vrai, ça vient de rien. Je vais donner un exemple. Hem, ça peut être plein de choses, hein. Je veux un business à 1 000 000, je veux des enfants, tu sais, je veux des enfants, c'est un besoin tellement naturel, tellement normal que personne ou c'est très rare qu'on puisse remettre en question cette envie. Tout comme je veux trouver l'amour, c'est un besoin tellement humain, tellement normal, tellement naturel qu'on remet rarement en question ce besoin. Mais je vais prendre par exemple cet exemple. Tu te demandes: «Je veux tr OK, ce que je veux», donc tu réponds à la première question, un objectif qui compte vraiment pour moi, c'est trouver l'amour. D'accord? Voilà, là, c'est ta réponse. Tu vas commencer à te poser la première question. OK, pourquoi est-ce que je veux trouver l'amour? Et là, tu prends le temps de réfléchir, de te sentir inspiré et la réponse qui te vient, c'est par exemple: «Bah, parce que j'ai pas envie d'être seule». OK. Tu te demandes, deuxième question: «Pourquoi j'ai pas envie d'être seule?» Et là, par exemple, ta réponse, ça va être: «Bah, parce que, je m'ennuie, seule» ou alors «parce que, bah, certaines choses me paraissent plus belles à vivre à 2». OK, bonne réponse. Tu continues. C'est pas encore assez vibrant pour toi. Pourquoi c'est plus beau à 2?
Et là, bah, tu te dis, bah, parce que, dans un couple, bah, le partage, ça crée du sens. C'est assez agréable de se soutenir, de traverser les choses ensemble, OK. Et là, tu te demandes pourquoi ce partage-là est agréable à vivre à 2 et pas avec un ami ou avec un frère ou avec une sœur? Pourquoi c'est en couple que je veux le vivre? Et là, bah, tu te dis: «Bah, parce que, je veux partager, un amour dans lequel, je grandis, quelque chose qui me permet de construire quelque chose de beau, où je peux enfin me sentir en sécurité, une relation où je suis encouragée à devenir, la plus belle version de moi, en sachant que, bah, je peux compter sur l'autre, que si je tombe, bah, j'ai un endroit sûr pour me relever. J'ai envie de vivre un amour qui avance, qui bâtit, qui protège». Et là, tu te rends compte qu'au fur et à mesure que les réponses te viennent, tu ressens de l'émotion. Tu ressens quelque chose, un feu en toi. Pourquoi? Parce que c'est plus par peur du vide, par pression sociale, parce que tous mes amis sont en couple. C'est plus par besoin d'être validé, donc pas d'ego. Parce que quand tu dis: «Je veux trouver l'amour», bah, ça peut, comme je disais tout à l'heure, ça peut sembler être une réponse banale, presque automatique. Quelque chose qu'on dit, bah, parce que tout le monde le dit, parce qu'on a peur de vieillir seul, parce que le silence, du soir, bah, c'est pesant, parce qu'on a envie que quelqu'un pense à nous, mais en fait, si tu regardes vraiment ce qui se passe en toi, derrière ce premier niveau, bah, il y a quelque chose de beaucoup plus noble au fond. C'est pas juste être à 2 pour pas être seul, c'est pas juste avoir quelqu'un parce qu'il le faut bien. Ce que tu veux vraiment, c'est avoir une vie qui s'intensifie à 2. Tu veux un partenaire qui te voit vraiment, avec lequel tu te sens choisi, mais aussi tu veux, une version de toi plus vivante, plus profonde. Tu veux pas juste, un ami avec qui partager un petit peu quelque chose, tu veux un partenaire avec qui co-créer, et là, c'est plus profond. Tu veux quelqu'un avec qui grandir, rire, oser. Tu veux réaliser des choses, bah, que tu aurais peut-être pas osé réaliser seul. Quelqu'un qui t'inspire à te dépasser et que tu inspires aussi. Quelqu'un à qui tu peux dire: «Bah, viens, on construit, une vie qui fait sens pour nous 2». Et là, quand tu arrives à ce type de réponse, à ce stade, c'est plus du tout combler un manque. C'est plus juste ne pas avoir envie d'être seul, c'est manifester une vision. Là, tu le vois, tu le vibres et tu sais que ce rêve, il est vraiment à toi. Il n'est pas juste pour copier, Pierre-Paul Jacques. Il n'est pas juste pour, ne pas manger, seul devant la télé. Là, tu vois la vision, tu vous vois, tu arrives à vous voir ensemble, à construire quelque chose de beau ensemble, hem, à partager justement, les hauts et les bas ensemble, à oser dire à quelqu'un: «Bah, là, j'y arrive plus, je suis fatiguée, mais je me repose sur toi, je compte sur toi». Et tu te vois aussi dire à cette personne: «Ben là, repose-toi sur moi, t'inquiète, on est 2, on est ensemble. On est des partenaires, on est une équipe, on est une belle équipe». Et là, quand tu ressens tout ça, bah, tu comprends que ça te touche vraiment. C'est quelque chose qui te touche vraiment et qui te tient vraiment à cœur et que ça t'appartient. Et quand tu touches ce niveau-là, et bah, tu te rends compte que les actions qui te faisaient peur, bah, ça commence à devenir normal, presque nécessaire. Et c'est ça que j'appelais le carburant. C'est quand tu arrives à trouver un pourquoi tellement fort que ça crée une adrénaline en toi qui te dit: «OK, waouh, ce qui me faisait peur d'aller lui dire qui me manque, mais je vais lui dire parce que si c'est vraiment l'homme avec qui je vais co-construire tout ça, bah, c'est rien en fait de lui dire aujourd'hui qu'il me manque». Certes, c'est une petite vulnérabilité, ça va me montrer dans ma vulnérabilité, mais est-ce que c'est pas ce que je veux dans un couple plus tard? Et si cette vulnérabilité n'est pas bien accueillie, est-ce que finalement ça me montre pas aussi que c'est peut-être pas lui avec qui je vais co-construire tout ce que je veux co-construire? Donc finalement, j'ai plus peur. Ce qui me faisait peur ne me fait plus peur. J'avais créé dans mes premières vidéos YouTube, je crois qu'elle y est encore, mais ça date d'il y a très, très, très longtemps. J'avais, créé une vidéo, avec, une histoire que je racontais, et je vais te la partager aujourd'hui. C'était juste pour, illustrer aussi cette thématique de pourquoi brûlant qui te
mais le carburant pour faire des choses que tu aurais peut-être jamais osé faire. Et je donnais un exemple très imagé, vraiment très imagé évidemment, de quelqu'un qui a peur du vide, par exemple. Qui a peur du vide au point que, par exemple, traverser, je sais pas moi, un pont à pied, il peut pas. Il peut pas parce que, parce qu'il supporte pas en fait de voir le vide. C'est impossible pour lui. Sauf que un jour, c'est très imagé encore une fois, hein, faut avoir la vision pour comprendre mon histoire. Mais un jour, il est, du côté de ce pont et de l'autre côté de ce pont, il y a son enfant. Et son enfant lui crie: à l'aide, au secours». Je sais pas moi, il est en danger pour X ou Y raison, quelqu'un veut l'attraper ou je sais pas moi, l'autre côté du pont commence à prendre feu, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un danger énorme et il s'avère que son enfant se trouve là-bas, de l'autre côté du pont. Imagine que c'est toi cette personne. Imagine que c'est ton enfant, si tu es parent, ça va te parler. Je pense que même la peur du vide ne passera pas avant ton objectif de récupérer ton enfant sain et sauf. Ton carburant, c'est ton pourquoi. Ton pourquoi je vais traverser ce pont, même si j'ai peur du vide, c'est ton enfant qui est de l'autre côté et qui est en danger. Et ce pourquoi, il est tellement brûlant en toi que le vide, pendant quelques instants, t'as même pas le temps d'y penser. Combien d'histoires ont été racontées d'incendies, de maisons qui prennent feu, etc. et de parents qui, malgré le danger, sont allés dans la chambre de leur enfant ou même de leur animal. Des fois, c'est même juste un animal que tu aimes tellement que tu braves le danger, tu te poses pas la question et à la fin, c'est à la fin que tu te rends compte, que tu te dis: «Waouh, en fait, je me rends compte du risque que j'ai pris». Je me rendais pas compte sur l'instant parce que je pensais qu'à mon chien ou je pensais qu'à, mon enfant, et cetera. Je me suis pas rendu compte qu'effectivement, on aurait pu tous mourir. Un instinct, c'était un instinct. Je l'ai fait par instinct, c'était immédiat. Et c'est ça, en fait. Là, c'est très imagé, mais c'est exactement comme ça que fonctionne le pourquoi brûlant. Quand tu arrives à ton pourquoi tu te dis: «Waouh, mais c'est vraiment pour ça, en fait, que je veux ça». Là, tu te dis: «OK, je vais faire ce que j'ai à faire pour obtenir ce que je veux obtenir». Quand ton pourquoi te touche vraiment, le courage, ça devient la suite logique. Donc on en vient à l'étape suivante. Une fois que tu as défini ton objectif et que tu as trouvé ton pourquoi brûlant, la troisième étape, ça va être de définir une mini-action SMART à mettre en place cette semaine. Je vais définir ce que c'est qu'une action SMART pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce terme. En gros, une action SMART, un objectif SMART, c'est l'acronyme donc SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. En gros, un objectif SMART, c'est une manière de formuler tes objectifs pour que ça soit clair, concret et atteignable. Sinon, ça reste une intention flottante qui disparaît dans l'air. Donc en gros, pour revenir à ce qu'on disait sur la confiance en soi, je vais détailler un petit peu plus comment fonctionne la confiance en soi et tu comprendras pourquoi te fixer un objectif SMART cette semaine, ça va décupler ta confiance en toi. En gros, la confiance en soi, ça fonctionne exactement de la même manière que la confiance qu'on met en quelqu'un d'autre. Par exemple, si tu mets de la confiance en ton ami qui t'a dit: «Cette semaine, je vais venir t'aider à ranger, débarrasser ta buanderie, parce que voilà, tu me l'as demandé, donc je vais passer cette semaine, on se fixe, lundi, mardi, mercredi pour faire ça». Et donc toi, tu as bloqué ces jours-là parce que tu sais que ton ami va passer. Sauf que lundi, ton ami ne passe pas, mardi, ton ami ne passe pas et mercredi, ton ami ne passe pas. Donc tu as attendu 3 jours et cette personne n'est pas venue. La fois d'après, quand elle va te dire, «Je vais passer, vendredi, samedi, dimanche», tu vas douter un peu plus d'elle. Et si en plus elle ne passe vraiment pas, là tu vas encore plus perdre confiance en elle. Pourquoi? Parce que cette personne te promet quelque chose qu'elle ne fait pas. Elle te donne, ouais, elle te donne de l'espoir de venir faire quelque chose que finalement elle ne va pas faire et toi tu comptais sur elle et tu te rends compte finalement qu'elle n'est pas fiable. La confiance en toi, elle fonctionne exactement de la même manière dans le sens où à chaque fois que tu te dis que tu vas faire quelque chose mais que tu ne le fais pas, ton cerveau commence
à te dire de manière inconsciente que tu es quelqu'un de pas fiable. Et petit à petit, eh ben, tu vas de moins en moins croire en ta capacité à faire quelque chose. Et en fait, le phénomène du spectateur, malheureusement, c'est un cercle vicieux parce que plus tu es spectateur, moins tu agis, plus tu valides que tu es un spectateur et donc moins tu vas agir parce que tu auras de moins en moins confiance en ta capacité à agir. Donc si c'est le cas jusqu'à présent, c'est pas grave parce qu'il y a vraiment un moyen de briser ce truc et de reprendre confiance en toi, c'est de te fixer un tout petit objectif cette semaine et de le faire. Mais même le truc le plus minuscule qui soit, hein, juste tu te dis: «Mardi matin, je vais faire ça» et tu le fais vraiment. Mais pour ça, il faut vraiment faire se donner un objectif SMART. Donc encore une fois, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc je vais te donner un exemple. Par exemple, imaginons que ton objectif, c'est de te remettre au sport. Eh ben, je vais faire du sport, ça, c'est un objectif. Maintenant, un objectif SMART, c'est je vais marcher 10 minutes lundi et jeudi pendant une semaine. Donc juste cette semaine, je vais marcher 10 minutes mardi et jeudi. C'est quelque chose qui te remet en mouvement, c'est quelque chose d'atteignable, de quantifiable, de mesurable, de réaliste. Et en plus, c'est temporellement défini et c'est très spécifique. Je veux faire du sport, c'est pas du tout spécifique, ça reste flou. Donc, dans ton objectif SMART, on doit comprendre exactement ce que tu veux faire. Je vais prendre l'exemple, si ton objectif c'est l'amour, trouver l'amour, bah, envoyer une phrase vulnérable ou dire une phrase vulnérable à quelqu'un. Si ton objectif c'est le business, ben, envoyer une vidéo ou un vocal à un prospect, proposer une collaboration à quelqu'un qui t'intimide. Bref, on cherche pas du tout un exploit, on veut juste un objectif clair. Imaginons que ton objectif c'est: «Je veux avoir une vie qui me d» voilà, on va prendre un truc, très flou, mais en même temps, qui peut être ton cas. Moi, c'est quelque chose que je me suis déjà dit, souvent. Je veux avoir une vie qui me donne envie de me lever le matin. Je veux avoir une vie qui me passionne, je veux avoir une vie qui me donne envie de me lever le matin. OK, ça, c'est un objectif. Maintenant, comment on le rend mesurable? Eh ben, par exemple, on peut se dire, bah, pendant 4 matins cette semaine, je vais me lever avec un petit rituel qui me fait plaisir. Donc, pour rendre cet objectif atteignable, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se donne un petit rituel court, un truc de 5 minutes par exemple. Donc du coup, bah, c'est réaliste et c'est aligné avec, mon besoin, de me sentir, heureuse le matin, avec mon besoin de joie et d'énergie. Et ce truc réaliste de 5 minutes, ça peut être par exemple, ben, commencer ma journée avec une musique qui me met bien dès le réveil. Ça peut être boire mon café, sur ma terrasse ou sur mon balcon. Ça peut être 5 minutes de mouvement. Et si je me dis que je fais ça, 4 matins pendant une semaine, bah, du coup, il y a pas de pression. C'est juste une manière de pouvoir me dire: «OK, à la fin de la semaine, là, j'aurai passé, 4 matins à faire une action, un petit rituel de 5 minutes qui m'apporte du bien-être et ça va me donner confiance en moi parce qu'à la fin de la semaine, je pourrais célébrer en me disant: «Bah, j'ai réussi, c'était pas si compliqué, j'ai réussi». Et si c'était trop compliqué et que j'ai pas réussi, bah, au pire, j'ajuste. Je me dis: «Bah, peut-être 4 matins, c'était pas possible parce qu'il y a des matins où j'avais des imprévus et cetera». Bah, la semaine prochaine, je me donne 2 matinées dans lesquelles, je me réveille avec quelque chose qui me met de bonne humeur, qui m'apporte de la joie et du bonheur le matin. Si tu te donnes pas d'échéance, bah, tu sais jamais que tu es arrivé. Et il y a une expression, je pense que tu l'as déjà entendue, qui dit: «Un objectif qui n'a pas de date, bah, ce n'est pas un objectif, c'est un rêve». Si tu veux transformer un rêve en un plan, eh bah, tu te fixes une date, une deadline. Et donc on en vient du coup à l'étape numéro 4, c'est justement se fixer une date. Le truc, c'est pas de se dire: «Bientôt» ou «Dès que je peux». C'est de vraiment se fixer une date et une heure. Par exemple, je démarre ce lundi ou j'appelle cette personne ce dimanche à 15h, etc. Et c'est vraiment de le faire. Et
quand tu as envie d'arrêter ou que tu n'as pas envie de continuer, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de ton pourquoi d'ailleurs, écris-le ton pourquoi. J'avais une formation avant qui commençait justement par cet exercice, écrire son pourquoi et le coller au mur. Et enfin, l'étape numéro 5, c'est une fois que tu y es, par exemple, je vais reprendre l'exemple d'exprimer tes sentiments à quelqu'un. Tu t'es dit, je vais appeler cette personne à 15h dimanche. Une fois que il est dimanche et il est 15h, 14h50, le truc pour ne pas changer d'avis, c'est d'utiliser ce dont on parlait tout à l'heure, la règle des 5 secondes de Mel. Donc, le truc, c'est que tu comptes 5, 4, 3, 2, 1 et tu fonces, tu y vas, tu le fais avant que ton cerveau n'arrive avec ses excuses bien ficelées. En fait, ce qui se passe, donc comme je disais tout à l'heure, c'est que notre cerveau, il aime beaucoup trop le confort et la sécurité, les habitudes. Dès qu'une action va sortir de ta routine, par exemple parler à quelqu'un, te lever plus tôt, lancer une vidéo, dire non, te remettre au sport, etc. Dès que ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il déclenche une alarme interne. Résultat, c'est que tu hésites, tu commences à y penser, tu agis pas, etc. Donc la méthode, quand tu as une intuition d'agir, tu comptes à rebours, 5, 4, 3, 2, 1 et tu agis. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, tu court-circuites le mental qui doute, tu forces l'action avant que la peur s'installe et surtout, tu envoies un message à ton cerveau qui dit « c'est moi qui décide ». Et je t'ai déjà parlé de neuroplasticité, mais justement, la neuroplasticité pratique, c'est la façon de reprogrammer ton système nerveux, pour que l'action, ça devienne ton nouveau réflexe. Et le mécanisme scientifique qui se joue dans tout ça, c'est qu'en fait, donc l'auteur du livre l'explique mieux que moi, mais pour te résumer un petit peu, c'est que quand tu mets en place un compte à rebours, tu actives la zone du courage, de la décision, du changement. Et ce qui se passe, c'est que tu bloques l'amygdale, la partie qui fabrique des scénarios catastrophes, qui commence à trouver plein d'excuses, etc. Et petit à petit, ton cerveau, il va associer l'action à la sécurité. Donc si on repart sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que notre cerveau, il a la capacité de créer des nouvelles routes, des nouveaux chemins, si jusqu'à présent, pour ton cerveau, l'inconnu, c'était un signal d'alerte, de danger, et que tu as pendant des années eu ce signal-là, plus tu vas prendre des décisions rapides malgré la peur, malgré le doute, plus ton cerveau va se recalibrer et il va associer l'action à la sécurité. Et en fait, c'est ce qui est fou, c'est que je t'invite à lire le livre, mais il donne plein d'exemples de choses qui peuvent concrètement changer dans ta vie quand tu mets en place la règle des 5 secondes. Mais par exemple, il explique que ça peut changer ta façon de te lever de ton lit, de lancer un projet, d'envoyer un message important, de stopper une pensée qui commence à partir en vrille, de dire non, d'oser te mettre un peu plus en avant, de parler à des gens, de te filmer en vidéo, d'aller à la salle de sport, etc. Et la règle des 5 secondes, pour résumer, c'est un petit peu la règle des gens qui veulent redevenir maîtres de leurs décisions et qui ne veulent pas justement laisser toutes les bonnes raisons de ne pas faire ce qu'elles ont à faire prendre le dessus. Un exemple concret que je prends, mais qui est basé du livre, c'est tu veux te lever le matin, tu as mis ton réveil à 6h du matin, qu'est-ce qui va se passer? Surtout si tu ne l'as pas fait depuis très très longtemps, ton cerveau va te dire encore 5 minutes. Donc si tu mets en place la règle des 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, et tu sautes du lit, tu poses tes pieds au sol, rien que ça, tu viens de gagner contre toi-même. Et une journée gagnée, ça commence toujours comme ça. Mel Robbins y résume en une phrase, il dit « Le courage n'est pas une émotion, c'est une décision qui se prend en moins de 5 secondes. » Je répète, c'est très important. Le courage n'est pas une émotion, c'est une décision qui se prend en moins de 5 secondes. Et la 6e étape, c'est de lâcher complètement le résultat. Une fois que t'es passé à l'action, ok, donc tu as choisi ton pourquoi, tu as choisi ton objectif, tu as choisi ton pourquoi, tu as défini un mini-objectif SMART, facile à atteindre cette semaine, etc. La règle des 5 secondes pour oser arrêter l'overthinking, etc. Ensuite, une fois que c'est fait,
tu lâches complètement le résultat. Parce que le but, c'est pas la perfection là. Le but, c'est pas d'être brillant. Le but cette semaine, c'est juste d'être celui qui agit. Même si tu trembles, même si c'est moche, même si tu as peur, même si tu es maladroit, une action imparfaite, ça sera toujours plus puissant qu'un rêve parfait mais qui reste dans ta tête. Et pour rebondir encore sur le syndrome du spectateur, sur le phénomène du spectateur, pourquoi on a tendance à rester dans le phénomène du spectateur? C'est parce qu'en fait, tant que quelque chose reste dans notre tête, on a encore la maîtrise de la perfection. C'est-à-dire qu'on le rend pas public, on le rend pas sujet à la critique, mais surtout on le, on, on ne le rend pas imparfait. C'est comme si on a peur de mettre au monde quelque chose qui n'est pas parfait. Et du coup, c'est tellement plus confortable de garder un rêve parfait plutôt que de sortir quelque chose, de créer quelque chose, de faire quelque chose qui n'est pas parfait. Parce qu'après, on se persuade qu'on n'est pas aussi bon que ce qu'on aurait voulu. Et c'est là le piège. Là, le but, du coup, pour cette semaine, c'est pas du tout de chercher la perfection. C'est vraiment de chercher l'action, même si c'est maladroit, encore une fois. Et ensuite, la dernière étape, c'est celle de célébrer juste le fait d'avoir enclenché quelque chose. Là, je veux que tu valides ton élan. Je veux que tu célèbres la victoire d'avoir osé, d'être allé, d'avoir dit quelque chose, d'avoir fait quelque chose. Juste que tu ressentes cette fierté de vivre, d'exister, d'être en mouvement. Chaque fois que tu agis, tu renforces cette croyance en toi qui te dit « je peux y arriver ». Et la vie, elle répond toujours à ceux qui avancent. Donc j'aimerais terminer ce podcast qui a duré très longtemps. Finalement, c'est le plus long de mes podcasts, mais j'aimerais conclure en te disant que tu n'es pas né pour regarder les autres vivre. Tu as ta place toi aussi, même si tu trembles en y allant. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, surtout si tu trembles, surtout si tu as peur, surtout si t'es pas confortable, c'est justement là que tu sais que tu es dans la bonne direction. Parce que si c'est trop confortable, c'est que c'est pas assez élevé pour toi. C'est que ton objectif, il n'est pas assez élevé. Rends-toi inconfortable cette semaine. Fais une mini-action imparfaitement imparfaite, mais fais-le quand même et applaudis-toi, célèbre-toi et surtout ne te juge pas. Tout ce que tu dois faire cette semaine, c'est juste atteindre quelque chose que tu t'es fixé et te féliciter de l'avoir fait. Et moi, je célèbre déjà ton action, je célèbre déjà ta prise de décision et ta victoire et ta réussite parce que ce n'est que le début pour enclencher les plus belles choses de ta vie et le futur toi va t'en remercier. Je te l'assure, le futur toi va t'en remercier. Sur ce, j'espère que ce podcast t'aura plu et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast.